si on s'amusait à découper nos systèmes existants au hasard, sur des contours au hasard? Vous avez une petite idée? Des microservices, oui, exactement. Ah, c'est bien vu. Ouais, elle est bonne. Je pense qu'on va se prendre quelques secondes pour en profiter de cette blague, parce qu'elle est vraiment bonne, elle n'était pas prévue. Des vrais microservices. Et donc, en vrai, justement, ces vrais microservices, qu'est-ce qu'ils ont comme petits soucis? Ils n'auraient pas des trucs de lenteur, des petits soucis de lenteur, de latence? Ou alors, dès qu'il y en a un qui est par terre, il y en a plein d'autres qui sont par terre aussi? Et puis aussi, à chaque fois que vous voulez changer quelque chose, il faut attendre quelqu'un d'autre, il faut coordonner avec l'équipe qui s'occupe de l'autre. Ou encore, quand tout va bien, ça va bien, mais ça coûte beaucoup de meetings pour se mettre d'accord. Il faut changer là, puis il faut changer là, puis il faut changer là, etc. Ça fout les boules, hein. C'est important de définir les contours, et vous le savez, puisque vous êtes là. Bravo déjà, c'est déjà un super choix. Alors, pour ceux qui étaient à l'université l'année dernière, vous allez reconnaître des bouts. Il est encore temps de laisser une place pour ceux qui attendent à l'entrée. Si vous regrettez déjà, on est sur un des sujets, donc c'est un petit morceau de ce qui était l'année dernière. On va étendre davantage, et avec quelques trucs en plus quand même. Donc, dans les cercles microservices et dans les cercles DDD, voilà, on a des experts microservices qui nous disent « Les gens qui comprennent un peu DDD, on a besoin de vous pour éviter que les microservices soient un désastre total. » On a besoin de vous. Donc, on a besoin de DDD quand on fait des microservices, on a besoin de strategic design, de DDD, et on a besoin aussi d'autres trucs. Et donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est la coupure pub, comme d'habitude. Je m'appelle Cyriux, Cyril en vrai d'ailleurs, Cyriux sur Twitter. J'ai toujours créé la communauté Paris Software Crafter en 2011. Elle continue tous les mois, 2800 personnes toujours, sur la mailing list, qui en fait partie d'ailleurs de cette communauté. Quelques mains? Eh bien, ça se renouvelle et n'hésitez pas à y aller, même si vous n'êtes jamais allé. Il y a sans arrêt des gens qui découvrent et qui rejoignent cette communauté. Je suis aussi cofondateur toujours de la société Arola, où on est fan de tous les trucs en DD. Vous avez peut-être vu le stand de notre société sœur, La Combe, tout décoré, tout psyché là-bas dans le coin. Donc c'est le même groupe. Et sinon, donc, je suis connu comme le gars qui parle de DDD à Paris, n'est-ce pas? Voilà, donc revenons à nos moutons. À Vox Days Microservices, où cette présentation a été inaugurée en novembre dernier à Paris, en anglais. À l'inauguration, vous voyez ici un monsieur que vous connaissez bien, qui était sur scène, et il avait dressé la carte de tout ce qui est important quand on parle de microservices. Et tout en haut, il y avait des sujets qui nous intéressent, et c'est bien ça dont on parle aujourd'hui, modeling, designing, architecture, et c'est là où DDD est utile. Donc le sujet d'aujourd'hui, essentiellement, c'est une histoire de partitioning. Comment on fait pour prendre un truc qui est un et le couper en plusieurs? Comment on définit ces frontières? Donc là, vous reconnaissez ma blague pour ceux qui étaient là à l'université. Quand il s'agit de couper quelque chose, il y a des méthodes faciles, il y a des pointillés, on n'a plus qu'à découper sur les pointillés. Et puis il y a les méthodes moins faciles, où il faut de l'énergie, il faut décider, il faut sortir des sentiers battus, et il faut décider, je vais faire autrement. C'est la deuxième qu'on conseille, hein. Donc les méthodes faciles que vous connaissez bien, et c'est celles qu'on rencontre même dans des tutos de microservices, c'est le découpage par des choses faciles qui sont déjà balisées dans votre code, comme les couches. Alors ça, je pense que vous avez compris que c'est facile, mais que c'est une mauvaise idée, parce qu'à chaque fois que vous allez mettre à jour un truc, ou à chaque fois qu'il va s'appeler, tout s'appelle, tout en cascade. Donc le problème des layers, il est bien connu aujourd'hui. Par contre, ce qui arrive aussi, c'est qu'on va couper au plus facile. Toute la partie Mongo, hop, on la met là, toute la partie Elasticsearch, on la met là, et on coupe par techno. Ça, c'est facile aussi. Ça peut marcher. Ça dépend si on a du bol ou pas. Ça peut quand même, on a une chance sur 2, une chance sur 3. Là, ça peut quand même marcher. Mais dans le cas général, ça ne vous garantit absolument rien. Et puis, il y a l'approche la pire, mais c'est une des plus fréquentes, c'est de se dire, je vais faire un domaine. Oh mince, on n'a vraiment pas compris domaine en fait. Un domaine user, un domaine produit, un domaine purchase. C'est facile. Et là, c'est le drame. Et donc, comment on va définir ces frontières correctement? Eh bien, donc c'est toute la question. Et la réponse, sous vos yeux ébahis, il y a un bel effet là. Hein. On recommence? C'est bien sûr ce bon vieux bouquin. Vous ne trouvez pas marrant d'ailleurs quand même que j'en parle depuis, je connaissais depuis 2003 que ça existe et j'en parle depuis 2011. C'est toujours vrai. Ce bouquin, il ne vieillit pas. C'est un truc incroyable. Hein. Il a un serment d'éternalité qui fait que tout ce qui est dedans, c'est toujours applicable malgré les technos qui changent. C'est comme s'il y avait un truc fondamental qui vaut la peine d'apprendre quand même à un moment donné et qu'on peut s'en servir plein de fois. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un peu mon message en fait de cette presse au final. Et donc ça a été inventé par lui. Donc lui par contre, bon, il n'est plus comme il était, hein, on vieillit tous un peu. Mais désolé Eric.
Mais donc là, c'était à l'origine. Et donc, lui, il nous dit, il faut, pour découper et avoir de l'autonomie et de l'indépendance quand on découpe, il faut couper par zones fonctionnelles homogènes. Et les zones fonctionnelles homogènes, ce n'est pas les entités. Les zones fonctionnelles homogènes, c'est des trucs comme tout ce qui parle de paiement, tout ce qui parle de catalogue, tout ce qui parle de livraison, tout ce qui parle de facturation, etc. Et ça marche. Mais ça, c'est pas facile. Voilà, il n'y a pas de bol, hein, il n'y a pas de secret. Et donc, on veut en fait, dans Domain Driven Design, on dira qu'on veut des contours qui ont du sens pour le métier. Donc le métier, ça veut dire que ce n'est pas nous, c'est ceux qui comprennent vraiment le métier. Donc en Domain Driven Design, on essaye d'apprendre le métier, le comprendre un peu, de se faire une idée, mais ça veut dire quand même que les experts sont les experts métiers. Et alors là, Domain Driven Design introduit un mot barbare, c'est le terme de bandit de contexte. Quand on découpe un truc et qu'on met une frontière autour, cette décision de design s'appelle un bandit de contexte. Bon, désolé, je vous impose un jargon incroyable. Des exemples de bandit de contexte, ça peut être tout simplement un package avec tout ce qui contient, tout ce qui parle de paiement, et un autre package qui contient tout ce qui parle de discounting, et on va mettre dedans tout ce qui parle de l'un ou de l'autre. Là, vous reconnaissez le bon vieux Single Responsibility Principle, c'est juste qu'on l'applique à l'échelle macro, et à l'échelle macro, ça colle à ce qu'on appelle domaine métier, sous-domaine métier, etc. Donc le premier guidage que je vous donne, et que vous avez entendu déjà, hein, c'est que pour découper techniquement correctement, et donc définir nos bandits de contexte, on raisonne métier, en raisonnant en sous-domaine, et on dit je définis mon bandit de contexte sur les contours d'un domaine métier ou d'un sous-domaine métier. Pour clarifier, le bandit de contexte, c'est votre décision à vous de designer logiciel. Le domaine ou le sous-domaine, c'est ce que les gens du métier pensent comme étant des contours de leur zone de business. Et donc cette heuristique, on l'applique tout le temps, au point qu'on finit par confondre bandit de contexte et domaine métier. On utilise l'un pour l'autre ou inversement. Et on s'en fout, à la limite, c'est tellement toujours le cas et c'est tellement toujours ce qu'on veut qu'on confond l'un pour l'autre. Je vous ai perdu ou tout va bien là? Le niveau de jargon, ça va? C'est pas du code ça encore, on n'est pas les mains dans le code là. Et donc, un des exemples de sous-domaine, toujours les mêmes exemples, hein, les ventes de produits. Les ventes de produits, c'est les exemples de sous-domaine. Voilà, vous avez un exemple de liste. Et l'image que j'ai dans ma tête, et que je vous ai montré dans plein de talks déjà, c'est que si je vois ici 3 sous-domaines, je voudrais 3 packages ou 3 modules Maven ou 3 microservices qui sont alignés et qui ont les mêmes contours. Bien sûr, aujourd'hui, vous n'êtes pas comme ça. Et donc le jeu, c'est d'abord s'imaginer comment, dans nos rêves les plus aboutis, ce serait au niveau métier. Et ensuite, à chaque fois qu'on va transformer le système un petit peu, on va essayer de se rapprocher de ça en dessous. Et on parle c'est toutes les transfo legacy. Et ça ne va pas de soi, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose de trivial. On n'y arrivera jamais, mais on s'y rapproche de plus en plus et on a les bénéfices au fur et à mesure. Donc, comme d'habitude, domain driven, ça veut dire que les décisions de design sont subordonnées à des perspectives business. Et une fois qu'on a ça, on a le bon vieux, l'alignement de l'IT sur le métier. Il est trivialement là, on sait le faire. Alors que pour vous, l'alignement de l'IT sur le métier, pour certains, vous allez dire c'est du bullshit, mais en fait, avec domain driven design, on le fait tout le temps. OK. Et alors, une fois qu'on a défini nos frontières, comment on sait qu'elles marchent? Comment on sait qu'elles sont bonnes? Comment on les teste au final? Ce matin, il y avait une super présentation sur le chaos engineering qui parlait de tester en prod. Le design, ça se teste aussi en prod au final. Le seul vrai test de savoir si on a bien designé, c'est est-ce que, dans la durée, est-ce que ça nous fait chier ou est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça nous fait souffrir ou pas? C'est ça le vrai design. Donc vous pouvez regarder les commits. Si les commits ils tombent sur à chaque fois plein de services différents à la fois, dans les mêmes groupes de commits, c'est que vous avez perdu. Par exemple. Si vous avez des échecs en cascade, pareil, c'est raté, etc. Donc en fait, on le sait après. Et donc le vrai test, c'est le test du temps. On sait qu'on a bien coupé quand le temps valide ce qu'on a découpé. Et donc tout le jeu, bien sûr, c'est d'avoir un ensemble d'heuristiques pour prédire et augmenter les chances d'avoir bon. Mais ce sera jamais une science exacte malgré tout. Donc cette première heuristique, c'était les sous-domaines définissent des bandits de contexte, mais sous-domaines, encore faut-il se mettre d'accord sur ce que c'est. Une autre heuristique, c'est de regarder comment ça changeait jusqu'ici, dans le monolithe par exemple, et s'en inspirer pour dire, ça va m'informer ça va confirmer ma proposition de découper comme ça. Les commits vont bien ensemble par là, et c'est vrai depuis 1 an et demi, ok, ça nous rassure. Donc les exemples d'évolution aussi, on peut regarder aussi les tickets d'évolution. Les changements, ils tombaient où? Et donc et puis à l'inverse, à l'avenir, on vérifiera que ça va bien quand ça se passe avec un scénario du style, c'est toujours l'exemple de l'e-commerce. Hein. J'ai un client avec ces trois lignes d'adresse,
Et puis un jour, on découvre, là ça c'est un exemple de comment ça vieillit un bout de code. J'ai un exemple de client donc avec 3 lignes d'adresse, et puis on ajoute à un moment donné, on doit ajouter l'adresse de facturation, qui est donc différente de l'adresse de livraison pour certains clients. Donc on le fait comme d'habitude, on ajoute un flag, truc de développeur, et on rajoute 3 champs d'adresse avec un flag. Et puis on met un if. Si le flag il est à true ou fausse, alors on va chercher l'adresse de facturation, on la prend en haut, sinon on la prend en bas. Certains font pire, hein, ils ne mettent pas de flag et ils testent si les autres champs sont nuls. Si les 3 sont nuls, c'est qu'il faut tout prendre en haut. Un truc du genre, quoi. Et on fait ça partout. Donc évidemment, ça c'est un système classique, legacy, c'est les gens de système qu'on voit couramment. Et donc on peut faire mieux que ça. Maintenant, une fois qu'on a reconnu que dans notre histoire ici, l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, bah les indices sont dans les noms. Hein. Livraison, facturation, on a reconnu, tiens, ça ressemble à des sous-domaines. On découpe par sous-domaine. Et donc notre client, il va devenir un client shipping, un client billing. Voyons voir ce que ça donne. Bah donc j'ai mon client toujours côté shopping cart, mais maintenant j'ai 2 clients en plus. J'ai introduit le concept de compte, qui est un client du point de vue facturation. On appelle ça un compte, hein, par exemple. Et puis j'ai aussi le concept de récipient, c'est un destinataire en français. Le concept de client façon livraison. Est-ce que d'ailleurs c'est vraiment toujours le client, le destinataire? Bah non, hein. Quand vous envoyez un cadeau à vos neveux ou nièces, le vrai destinataire n'est même pas le client. Ah tiens, en plus on va simplifier le code, ça fait des if en moins ça, une fois qu'on a compris ça. Et donc on a introduit des domaines, et donc on a découpé selon ces domaines, donc on a introduit nos bandits de contexte. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'en faisant ça, on a ajouté du code, on a ajouté des classes Java, ici si on était en Java, récipient et compte, on a ajouté des nouveaux mots aussi. Ce qui est amusant, c'est que là, on a ajouté des nouveaux mots, on a reconnu les domaines et on a ajouté des nouveaux mots, mais ça peut marcher à l'envers. Si dans les conversations où quelqu'un vous parle de récipient, tiens, moi je te parle de client, toi tu me parles de récipient, c'est aussi une façon de découvrir qu'on n'est pas en train de parler du même domaine, que tu es en train de parler de livraison alors que je suis en train de parler de vente. Et donc, faire attention au langage utilisé par ceux qui le parlent, par les gens du métier, c'est un moyen aussi d'avoir de l'info sur les possibilités de découpage. C'est une des heuristiques classiques de Domain Driven Design. Le langage est une source d'information. Les mots portent de l'info. Client, récipient, compte, le contexte, il est dedans. Il est dans le mot, dans la connotation du mot. C'est clair? Voilà, donc ça suggère les mots. Alors et là, quand on en est là, on est tout content, on a fait nos 2 bandits de contexte, mais alors là, il y a des collègues qui sont en train de râler. Ils disent, non mais c'est n'importe quoi, regarde, en général, maintenant c'est n'importe quoi, regarde, tu as les champs d'adresse là, et les mêmes là, tu as une duplication de schéma. Ah! Et puis ensuite, ils se rendent compte qu'encore pire, ils regardent les stats dans la base de données, et en général, c'est les mêmes données là, et les mêmes données là, presque toujours. Ah! C'est pas possible, dry. Et donc là, vous êtes dans une posture un peu curieuse, parce que vous êtes celui ou celle qui a poussé pendant des années, pendant une décennie, à vos collègues qu'ils apprennent dry, don't repeat yourself, ne répétez pas le code, factorisez, mutualisez. Et là, d'un coup, vous êtes en train de leur demander le contraire. Ah, eh ben oui, pas de chance, c'est comme ça. Donc, le truc, l'argument, c'est que, bon, déjà, il faut faire le deuil d'un truc, c'est qu'il n'y a pas de bons conseils éternels. Les conseils sont toujours dans un contexte. C'est le fameux « ça dépend ». Mais là, on va dire un peu plus loin. Ça dépend, et ça dépend de quoi. Et donc, si vous voulez retenir la règle, le principe qu'il faut penser, c'est que le dry, ça marche, et ça marche d'autant mieux qu'on comprend le prix à payer. Le prix à payer de mutualiser, de ne pas se répéter, c'est qu'on couple les trucs ensemble. On leur met des menottes. Si à partir du moment où on les factorise, quand on change ce truc, tous ceux qui en dépendent vont bouger avec. Est-ce que c'est désirable ou pas? C'est une question que vous connaissez, en fait, c'est la fameuse question du cascade delete quand on modélisait des tables entre elles. C'est ce genre de lien. Est-ce que je veux que ça reste asservi ou pas dans la durée? Et donc, globalement, une des heuristiques, c'est que si je veux de l'indépendance, à l'inverse, il faut que j'accepte qu'il y ait un peu de duplication. En fait, il faut se rassurer aussi, ce n'est pas de la vraie duplication, c'est plus de la coïncidence. Ça se ressemble tout de suite, mais ce n'est pas fondamentalement la même chose. Si je ne veux pas que ça évolue pareil tout le temps, c'est que ce n'est pas fondamentalement la même chose. L'adresse de livraison, l'adresse de facturation, elles coïncident souvent, mais elles ne sont pas fondamentalement la même chose. Donc en fait, on a un curseur, comme tous les trucs, tout le design, c'est que des affaires de curseur. Il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre, jamais. Il n'y a que des choix à faire en sachant dans quel compromis on préfère. Est-ce que je préfère dry, mais au prix de couplage? C'est ce qu'on fait, et en général, on préférera ça quand on est plutôt à petite échelle. Dans votre module Maven, oui, il faut faire dry. À grande échelle, à l'échelle du système d'information, on préfère carrément l'autre.
On n'a pas envie, et donc partagez pas de super hiérarchie de classe, d'héritage entre bandits de contexte, jamais. Non, 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 non. Tant pis si ça se ressemble. Et puis au fur et à mesure, d'ailleurs, des années, vous apprendrez qu'en fait, même un objet email qui valide un email, il ne sera même pas le même en fait d'un contexte à l'autre. Donc au fur et à mesure, vous allez découvrir même que même ce qui se ressemble n'est pas pareil. Donc à grande échelle, on préfère l'isolation, quitte à le payer avec un petit peu de redondance. Et donc la notion de bandit de contexte, c'est clair qu'il y a un biais quand même vers une préférence pour l'isolation et donc une préférence pour un peu de redondance. Alors en plus, là, on va voir comment on va simuler la fin de l'histoire. Comment tout ça, ça va évoluer, nos comptes et notre récipiente. Ben, le compte, il va vieillir au fur et à mesure des features. Un jour, on découvre qu'il y a des clients, ils ont besoin d'une boîte postale. Donc on ajoute un champ boîte postale. Est-ce que ça a du sens pour livrer une boîte postale? Bah non, non, ça ne sert à rien. On n'a jamais rien livré à une boîte postale. À l'inverse, on a besoin de digicode. Est-ce qu'un digicode, c'est utile pour facturer? Non. Bon, le futur tend à confirmer qu'on avait bien vu. Alors, cela dit, il y a plein de sites qui factorisent quand même, hein, et pourquoi pas, mais dans ce cas-là, vous avez un digicode sur une adresse de facture, et c'est ce que fait Amazon, je crois d'ailleurs, et puis tant pis, mais ça fait un peu désordre dans l'aiguille. Ça marche, et donc c'est ça qu'on veut, cette indépendance qui se paye avec un peu de redondance. Donc ce jeu-là, il marche pour tous les concepts essentiels d'un métier, le client, le produit en général. Et côté produit, c'est rigolo parce que quand on change de contexte, l'achat qui est 1 devient même possiblement plusieurs unités de facturation. Pensez quand vous achetez vous faites un achat sur Price Minister avec plusieurs vendeurs, et vous êtes facturé une fois par vendeur. Il livre selon la disponibilité, il y a plusieurs envois. C'est même pas une relation de 1 à 1. Donc là encore, c'est plein de if économisés quand on a compris ça et qu'on a modélisé ça dans chaque contexte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un seul modèle qui est bon cross-contexte. Vous faites un modèle par contexte et tout va mieux. Alors jusque-là, vous dites « Ah, Cyril, ça commence à me donner la migraine, tous tes trucs, là, c'est subtil, c'est nuancé, tout ça. Ah. » Mais alors dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. C'est censé vous convaincre, hein, cet argument. Mais dans la vraie vie, les gens du web, ils ne s'amusent pas à se dire « Mettons-nous d'accord dans une réunion comment on va modéliser Cyril de façon uniforme entre Facebook, Twitter et GitHub. » Non, ils font leur truc dans leur coin et ça marche. Le seul truc qu'ils partagent, c'est l'identité. Mais vous êtes modélisés dans chacun, et en plus sous des noms différents. Sur LinkedIn, vous êtes évidemment des candidats, hein, parce que c'est quand même leur business de base. Enfin, ils essayent de devenir un réseau social, mais ça reste un vendeur de candidats. Les friends sur Facebook, les collègues sur Yammer, vous êtes committeurs sur GitHub et vous êtes collaborateurs sur Slack. Et donc leur classe, leur table, portent des noms différents à chaque fois dans tout leur gros domaine. C'est comme ça que ça marche. Et puis encore, si vous n'êtes toujours pas convaincu, de toute façon, cette approche, c'est la bonne, parce que c'est Adrian Cockcroft qui le dit. Argument d'autorité, bam. Alors, ce que j'ai dit là tout de suite, c'est la conséquence, c'est qu'il faut faire ça, c'est que ce qui est bien, c'est à votre gauche, et ce qui est mal, c'est à droite. Mais alors, ce diagramme, il est imbitable, hein, n'est-ce pas? Et on ne peut pas comprendre ça. Ce qu'il essaye de dire, c'est que le même concept, il faut le voir différemment dans chaque bandit de contexte. Et si vous faites... Bref, j'abandonne, ça ne marche pas en fait. C'est incompréhensible ce truc. Et donc là, mon collègue l'année dernière, Arnaud, le CTO d'Arola, m'avait dit « Il faut montrer du code, Cyril, il faut montrer du code. » Donc on a construit du code. C'est vrai que tout ce qu'on a dit là, ça marche vraiment au code, et il n'y a pas besoin de beaucoup de code pour le voir. Imaginons, on a un système aujourd'hui comme on en voit régulièrement, comme on en a construit pendant longtemps. Et donc j'ai tout en vrac, j'ai des entités qui représentent tout mon métier du e-commerce, j'ai des services catalogue, shipping et shopping cart. Et puis maintenant, le problème, c'est que je veux calculer le poids d'un envoi, d'une commande, le poids d'une commande. Donc c'est la somme des poids de tous les produits qui sont dedans. Donc pas de souci, on le fait avec un map, tous les éléments du panier. On va demander le poids de chaque, on va charger dans le catalogue le produit, on lui demande son poids, on additionne tout ça et on a notre poids total du panier. L'ennui, c'est que ce petit bout de code minuscule, d'apparence anodine, il fait intervenir des éléments du shopping cart. Donc on voit tous les imports ici. Il fait intervenir des éléments d'entité, il fait intervenir des éléments de catalogue. En fait, il mélange tout. Et donc maintenant, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on s'amusait à couper, ces zones, par entité, par catalogue, par service, etc., alors on a tout est couplé ensemble. Et donc ça veut dire qu'on va avoir des problèmes entre les gens qui vont maintenir des bouts. Donc, dans la vraie vie, imaginez ça multiplié très fort. Hein. C'est ça l'idée. On aura des problèmes au moment de comité, des conflits de merge. On aura des problèmes au runtime.
aussi, quand on a un changement cassant, un changement binaire sur l'un, il va se propager partout, par exemple. Et donc, les impacts là-dessus, poum, ils vont m'impacter ici. Les impacts là, ils vont m'impacter là. Mes impacts, vous avez compris, hein, tout dépend de tout. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et donc, la façon de régler ça façon bandit de contexte, c'est de se dire, je vais découper des zones qui sont complètement autonomes et indépendantes. Elles sont souveraines et elles ont tout ce qu'il leur faut. C'est des mini-monolithes, chacun de mes bandits de contexte. Ils ont tout ce qu'il leur faut pour faire leur boulot. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La différence, c'est que donc j'ai mon catalogue, j'ai mon shipping, j'ai mon shopping cart, ils peuvent faire leur boulot entier. Donc ici, maintenant, mon calcul de poids, il a une liste de shippables. Il fait juste la somme de tous les poids de chacun. Et shippable, c'est la représentation de mon produit dans le contexte de livraison. Donc c'est une version très simplifiée de mon produit. Il n'y a pas le titre, il n'y a pas les auteurs, il n'y a que le poids. Et donc ça me suffit pour faire mes boulots de calculer le poids de l'envoi. Et donc je ne dépends que de moi. Je fais tous mes use cases chez moi, tout seul, sans avoir besoin de personne. C'est ça en fait le vrai critère de qualité du découpage. C'est que j'arrive à régler la plupart de mes use cases tout seul. Donc là, j'ai un faible couplage, une forte cohésion interne, un faible couplage vers le reste, et donc on est content. Et donc je peux mettre des pointillés ici, et maintenant je peux couper. Mais vous avez vu que ça a demandé du travail, parce que qu'est-ce que j'ai dû faire ici? Mon livre et mon DVD, j'ai dû introduire le concept de shippable, j'ai dû l'inventer, ça c'est quelque chose que j'ai dû ajouter qu'il n'avait pas avant. Et c'est redondant par rapport à book et DVD. Shippable, il représente le book ou le DVD dans le contexte de livraison. J'ai dû ajouter des trucs en plus. Et donc ça veut dire aussi mapper. Il y a des mappings à faire. Il faut recopier des infos du catalogue potentiellement dans le shippable pour qu'il ait son poids et pouvoir faire ses use cases. Donc, bien sûr, on fera gaffe à l'autorité des données, machin, c'est quand même bien le catalogue qui est référence ici sur le poids. Mais peut-être qu'un jour, ce sera le shippable qui deviendra la référence sur le poids et si les catalogues n'en a peut-être pas besoin. Ça, c'est une question, je vous laisse libre. Mais donc, ça se paye avec des mappings qui sont des éléments d'isolation. Maintenant, cette image fait un petit peu plus de sens. Si j'avais factorisé shopping cart, shipping, si j'avais book et customer, tous mes use cases seraient à cheval entre les deux, entre chaque. Ici, par contre, j'ai une représentation de chacun et je suis libre et je suis complètement autonome chez moi. Ok, tout ça c'est très gentil, mais comment on fait pour reconnaître ces bandits de contexte? Oui, c'est pas si facile. Donc ça, c'est la grosse question évidemment du talk, c'est la question à 1 million. Et c'est une question que les clients n'arrêtent pas de nous demander depuis le début de l'année. Là, ça enchaîne, cette demande de découpage, parce qu'on commence vraiment à comprendre que c'est le nerf de la guerre d'un découpage. Le faire techniquement, c'est pas facile, mais en plus, il faut définir les contours correctement. Et donc, les départements de votre entreprise sont un premier indice. L'entreprise est déjà designée avec ce genre d'approche, mais jamais totalement en général. Mais il y a un effort d'aller vers ça. Il y a d'autres raisons de découpage. Mais en tout cas, on va regarder comment l'organisation est découpée. L'autre heuristique, c'est de regarder comment on s'en sert des objets. Un livre, un DVD, quand je les envoie, j'utilise que leur poids, comme par hasard, puis leur dimension. Comme par hasard, ça suggère que ce sous-ensemble, c'est la version du livre qui convient pour... ça suggère un contexte à part. Bon, toujours mes exemples, des exemples physiques à Amazon. Donc en fait, un livre, quand on vend des livres et quand on le facture, quand on facture un livre, on n'a pas besoin de savoir que c'est un livre. On a juste besoin de savoir qu'il a un prix, etc. Bon, après, il y a des subtilités quand même liées à des catégories de produits, mais on n'a pas forcément besoin d'écrire du code qui dit « if livre ». L'idée des bons de contexte, c'est cette idée de on va projeter le même concept qui a plein de dimensions. Dans chaque paquet de use case, dans chaque microservice, donc on va se concentrer sur un sous-ensemble de tout ce qu'on pourrait lui avoir comme info. Donc ça s'oppose bien sûr à un modèle canonique. Qui fait encore des modèles canoniques ici? Ou qui a une entreprise où on fait encore des modèles canoniques en 2019? Vous ne pouvez pas lever la main, en fait, c'est pas possible, c'est pas avouable. Mais il y a quand même 4 courageux. Merci. Ça se fait encore, en fait. Alors, une autre heuristique qu'on a vue, c'est le langage. Et donc, les mêmes mots ne veulent pas dire la même chose selon le contexte. Et donc, imaginons qu'ici, on a un gros paquet de... Ça me rappelle le bac de français, ça, en fait. J'ai plein de mots dans mon système et on doit trouver les champs lexicaux. Vous aviez ça à faire, des fois, il y avait un exercice comme ça, le commentaire composé, il fallait chercher les champs lexicaux dedans pour raconter des choses sur le texte. Les champs lexicaux, ici, là, tout est en noir, on ne les voit pas. Mais maintenant, si on regarde les groupes de mots qui vont ensemble au sens de... Ils sont du même domaine de langage. J'ai tout ce qui parle de panier, là, dans le haut, on le sent bien, et tout ce qui parle de transaction, compte, ça suggère quoi? Ça suggère paiement. Tout ce qui parle d'anomalies de paiement avec des agents, des événements de paiement,
Ça suggère du clustering. On aurait du paiement, de la détection de fraude, un panier d'achat. Les vocabulaires, le clustering de mots suggère du vocabulaire. Donc là, il y a des méthodes, d'ailleurs, on regarde avec Carola, on est en train de regarder avec des partenariats avec l'INREA qu'on a signés, sur comment on peut aussi étudier des méthodes automatiques d'analyse sémantique, avec Word2Vec ou des trucs comme ça, pour essayer d'assister ce clustering sémantique pour donner des indices de découpage. Mais aujourd'hui, on le fait essentiellement à la main parce qu'on n'a pas mieux. Une indice de langage, c'est qu'un bon domaine, souvent, il finit en ing ou en shun. Shipping, billing, navigation, recommandation, search. Merde, non, ça marche pas toujours. Reporting, ouais, ça marche. Catalogue, non. Enfin, catalogue, c'est listing, en fait. Catalogue, c'est listing. Donc, en raisonnant comme ça, c'est encore un indice de plus. Tout est bon à prendre hein, quand on est inquiet d'avoir choisi les bons contours. Tout ce qui peut nous rassurer, on le prend. Ça finit en ing, en shun, ou ça pourrait, hop, on est rassuré. Bon, évidemment, la forme pauvre, c'est management, quelque chose management, ouais, ça... Mais ça ne suffit pas à me rassurer. Ensuite, bien sûr, il y a des gens dont c'est le métier d'avoir leur modèle mental très, très affiné de tout ça. Donc, vos directeurs d'opération, vos directeurs marketing, etc., ils ont déjà dans leur tête un découpage de leur domaine, de leur sous-domaine dont ils sont propriétaires et de tous les voisins. Et donc, en les interviewant, on arrive à sortir un modèle de découpage de la tête des gens. Et on prend ça aussi. Le résultat, c'est quelque chose qui peut ressembler à ça. On fait des diagrammes de patates, en général, en DDD. On ne les aime pas bien carrés, donc on les fait tout en patates, avec des patates, des sous-patates, des sous-sous-patates, qui sont donc les domaines, les sous-domaines, les sous-sous-domaines. Et ensuite, en voilà un autre. Et ensuite, donc, on peut se dire, chaque patate, les grosses, les moyennes, les mini, sont des potentielles frontières de découpage de microservices. Potentielles parce qu'on choisit la granularité. On peut commencer très gros mailles, les grosses patates, et quand elles sont devenues trop grosses ou qu'on a grossi, qu'on a trop d'équipes à l'intérieur, on split comme la division cellulaire. Une autre heuristique qui est quand même super pratique, c'est même pas une heuristique, c'est une pratique, c'est l'event storming. Qui a entendu parler d'event storming déjà? Ouais, ça diffuse. Hein. Ça vaut la peine d'apprendre ça et de pratiquer. Alors par contre, il ne faut pas utiliser ça à outrance. 2 par an avec les mêmes personnes, c'est pas mal. Sinon, ça lasse. Mais ici, les petits animaux autour, en fait, c'est les bandits de contexte. Ils ont été malins, là, ils ont décidé des formes rigolotes, mais quand on regroupe les post-it ensemble qui parlent de trucs qui se ressemblent, on converge vers des bandits de contexte. On converge vers des groupes de use cases. Comme par hasard, ça corrèle avec des sous-métiers, avec des sous-domaines métiers. Oui, à pas confondre avec les sous-métiers. Enfin, il y a des zones de pression technique qui conditionnent aussi des sous-domaines. Par exemple, le catalogue et l'alimentation du catalogue, c'est toujours le domaine catalogue, globalement. Mais l'asymétrie très forte d'accès lecture et d'alimentation d'écriture, en gros, c'est ultra massif en lecture et c'est minime en écriture, fait qu'on va le couper en deux. Donc le catalogue, ce sera la partie read-only, certainement. Et donc, on va pouvoir changer de technologie, zone par zone, éventuellement. On va mettre un NoSQL sur le catalogue et on va mettre du Oracle sur le paiement, par exemple. Enfin, une fois qu'on a découpé, et c'est souvent le but qu'on avait en découpant, c'est on peut mettre des équipes différentes sur chaque partie, et elles n'auront pas besoin de faire beaucoup de meetings entre elles si on a bien découpé, comme on l'a dit déjà plusieurs fois. Enfin, donc une autre, techniquement, votre familiarité avec le code peut aussi vous suggérer un découpage. Si vous avez senti, ou en tant qu'équipe, avec vos collègues, vous sentez qu'il y a certains bouts de données et certains types de fonctions qui sont toujours ensemble, indépendamment du reste, ça vous fait des potentiels clusters. Et ces clusters, ils correspondent sans doute à un sous-domaine métier aussi. Voilà, donc tout ça, on met tout ça ensemble et on se rassure. On se rassure. On ne sera pas sûr. On se rassure. Quelques indices encore. La recherche est presque toujours un domaine à part et donc un bandit de contexte à part parce que déjà, fondamentalement, la recherche, si on prend l'exemple du web, vous avez des pages pleines de mots. La recherche, c'est des mots plein de pages. Donc c'est complètement une vision tellement inverse que c'est forcément quelque chose de séparé. Donc en gros, la recherche, c'est Elasticsearch. On va changer de techno et on va changer le modèle, on met un index inversé. Le reporting, c'est presque toujours un domaine à part aussi. C'est lecture seule. Oh, l'image n'est pas belle. Hein. C'est lecture seule et c'est souvent agrégé. Encore des indices que c'est différent du reste. C'est pas ligne à ligne, c'est agrégé. Et puis c'est lecture seule. Ça suggère des indices. C'est toujours un bandit de contexte à part, le reporting. Il y a plusieurs types de reporting sans doute dedans même. Enfin, une dernière façon de se rassurer, c'est de comparer à quelque chose qu'on connaît bien. Et là, encore une fois, le e-commerce, c'est pas idiot de parler sans arrêt de e-commerce, parce qu'en fait, la finance est un cas particulier de e-commerce. La vente de voyages, tout ça, en fait, c'est de la distribution. Et les business de distribution,
Ben, ils sont quand même assez fréquents hein, dans les sociétés qui gagnent des sous. C'est enfin, je ne peux pas dire moins, quoi. Hein. Et donc, si on prend l'archétype d'un business de distribution familier, la vente d'assurance, c'est la distribution, etc. La vente de prêt, c'est la distribution. Donc, il y a toujours, à un moment donné, c'est une pompe à clients, la distribution. Il faut attraper des gens avec du marketing, du SEO, du trafic, du content. Il faut les amener dans le catalogue, et il faut les transformer en prospects, et puis les amener vers le panier. Et donc, on sent aussi une continuité dans tout ça. Et donc, si vous suivez vos contextes et qu'il y a un trou entre eux, ben, c'est qu'il en manque un. C'est des indices encore de... Tout ça, c'est des choses qui font... Est-ce qu'il m'en manquerait pas, etc. Comme ça, on peut reconstituer la grande image. Et donc, si vous êtes en finance ou si vous êtes... par exemple, vous vendez Netflix, par exemple, la livraison, le shipping, il n'y a pas de shipping. On ne va pas envoyer des camions qui vont amener le film. Enfin, ils font un tout petit peu de cassettes encore, et de DVD. Mais sérieux, je crois qu'ils en font encore un tout petit peu. Mais le shipping, bien sûr, c'est du téléchargement. Mais c'est la déclinaison du shipping, de la livraison de la prestation. Shipping, en fait, ça veut dire livrer la prestation dans cette chaîne. Et ça marche partout. Et donc, ça vous permet de vous rassurer un peu en collant. On peut analyser un compilateur sur cet archétype. On peut analyser les différentes étapes d'un compilateur. Des confrères me l'ont montré une fois. Encore un autre indice, c'est la forme des choses. Si votre concept, votre produit que vous vendez, il y a des fois où vous le voyez comme un record, il y a d'autres fois où vous le voyez comme un arbre de trucs, là, ils sont certainement dans deux contextes différents. Enfin, si vous avez des directeurs différents entre deux projets, ils ne sont certainement pas dans le même contexte. En tout cas, ce n'est pas une bonne idée de mutualiser du code entre eux, parce que les directeurs, ils ne sont pas là pour être d'accord entre eux, n'est-ce pas? Fondamentalement. La dernière heuristique, c'est si vous n'êtes pas sûr, attendez encore un peu. Elle n'est pas du tout idiote, celle-là. Et c'est le conseil de Martin Fowler, d'ailleurs. Découper dès le début, c'est une mauvaise idée. Commencez par un monolithe, ou éventuellement deux, mais plutôt un. Mettez des modules. Les modules, c'est facile à changer. Quand les modules n'ont pas changé pendant très longtemps et que vous en êtes toujours content, sortez les process. Sortez en process séparés avec de la sérialisation entre eux et tous les gros frais. Mais on n'y va pas trop tôt. On y va plutôt un peu en retard. En se disant qu'on aurait dû le faire avant, mais c'est quand même la bonne façon de faire. C'est comme ça. Voilà, donc... Une fois qu'on a nos contours et qu'on est content, alors dans chaque contour, dans chaque contexte, on peut faire des choses différentes. Et donc ici, on va zoomer sur, tiens, la détection de fraude. Détection de fraude. Là, c'était un effet marrant, là, il y avait un zoom, vous avez vu? Hop, pomme, zoom. Non. Bon. La détection de fraude, c'est un truc compliqué. Donc j'ai écrit plein de code. En fait, j'ai 2000 tests pour le couvrir. 2000 tests, ça veut dire quand même qu'il y a de la combinatoire à l'intérieur. J'ai du code à protéger. J'ai du code que je vais maintenir dans la durée. Et donc, il est écrit en Java, par exemple. Et donc, je vais adopter l'archi hexagonal, bien sûr. Donc, c'est dans le titre du talk. Ce n'est pas mon sujet essentiel ce soir, mais l'archi hexagonal, c'est pour protéger mon investissement métier dans la compréhension de comment les hackers hackent et comment les fraudeurs fraudent. Et le résultat est codé dans mon code Java selon l'approche de Domain Driven Design. Donc, ce code, il mérite d'être protégé. Donc, je vais le protéger avec des adapteurs tout autour, conformément à ce qu'Alistair Cockburn nous a recommandé à la fin des années 90. Ça se voit là. Hein. Donc l'archi hexagonal, c'est quelque chose que j'ai poussé avec Thomas Pierrin depuis 2014, ici même. Je crois que d'ailleurs c'était cette salle exactement, en 2014. Et depuis, donc, ça a bien plu. Et donc beaucoup de gens commencent à en faire partout de l'archi hexagonal. Donc, pour rappel, c'est le domaine au milieu, 100%, non pollué. Et on met des adapteurs autour. Les REST controllers sont des adapteurs. Les MQ listeners en sont aussi. Ils peuvent être à gauche ou à droite d'ailleurs, parce qu'on peut recevoir des requêtes par le listener et on peut à notre tour et envoyer des trucs sur un envoyeur MQ. Et puis il y a une règle, c'est que les dépendances elles vont vers l'intérieur, de sorte que l'intérieur ne connaît personne. Bon, ça c'est le petit rappel. Et puis il y a ceux qui m'appellent à gauche par convention et ceux que j'appelle à droite. Et puis les gens qui testent, les outils de test et les mocks ne sont jamais que des providers parmi d'autres ou des clients parmi d'autres. Tout ça, c'est la théorie de l'hexagonal. Bon, vous connaissez l'hexagonal hein, quand même, maintenant c'est bien connu. C'est tellement connu justement, c'est bien et c'est très connu et ça devient désirable. Tout ce qui est désirable, c'est une malédiction, on en abuse. Et donc ça va mal finir. Et donc maintenant, l'hexagonal, je suis obligé de dire attention, n'en faites pas toujours. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas besoin. Si vous avez 3 if et 2 boucles for, c'est peut-être pas encore la peine de mettre de l'hexagonal dessus. Et donc, pour garder les choses simples, l'alternative hexagonale, ça peut être de faire un hexagonal light. Mettez quand même les REST controllers comme des adapteurs, gardez les adapteurs sur MQ Series ou sur Rabbit ou sur Kafka, parce que ça ne coûte pas très cher. Mais par contre, tous les POJO de persistance, c'est peut-être pas la peine de les recopier
dans des bons value objects à chaque fois, avec des mappeurs à chaque fois, pour avoir une classe de 25 champs qui puis la même à côté, juste parce qu'elle est dans le domaine modèle. Donc c'est une version light. C'est pas que ça me plaît ce style, mais c'est tellement pas raisonnable de faire toujours recopier tout que dans plein de cas qu'il faut quand même être pragmatique, quoi. Alors, insérez votre propre définition de pragmatique ici, mais ça, il faut quand même rester propre. Mais les POJO ne sont pas nécessairement crades. On peut même mettre des fonctions dedans, vous savez, on peut même mettre des méthodes dans les POJO. C'est pas forcément interdit. Donc, une fois que j'ai découpé, justement, le choix, c'est pas un choix une fois pour toutes non plus, de mettre de l'hexagonal ou pas. Selon les bandits de contexte, vous allez dire, ma détection de fraude, oui, elle mérite d'être hexagonale vraiment à fond. Mais le truc là-haut, en fait, je ne mérite même pas de le coder moi-même. Je le sors en SaaS, je cherche un partenaire, je leur délègue le truc. Ce n'est pas mon boulot. C'est important, ça. Et donc, ce n'est pas quelque chose à prendre, à décider une fois pour toutes sur tout votre système d'information. C'est contexte par contexte. Le truc ici, le paiement, c'est un bon vieux CRUD. Enfin, c'est sans doute pas vrai, mais il y a plein de contextes qui seront des CRUD. Et donc, un CRUD, on met quoi? On met Place, on met Ruby on Rails, on met un truc ultra productif qui dépote, qui produit super vite du code. On ne met pas forcément du Java, en fait. En fait, même. Certains trucs sont naturellement très orientés event sourcing, c'est-à-dire que les écritures se passent un petit coup à la fois, puis de temps en temps, vous voulez voir où on en est. La réservation d'hôtel, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ce sera plutôt un style event sourced. Event sourced et hexagonal, ça ne se mélange pas toujours très bien. Donc, pareil, on choisit. Et puis, le gros truc de compta, là, c'est un ERP. Bon, c'est tout, c'est un ERP. Et il y a aussi des zones, elles seront legacy, elles resteront legacy, et puis c'est tout, leur contexte restera implémenté par un legacy. Et c'est OK. Le truc, c'est que du coup, on ne peut plus avoir les entreprises qui imposent un seul choix, une seule techno, une seule façon de faire. Ça ne marche pas, là. Il en faut quand même 2, 3, 4. Et si vous allez sur le cloud, au hasard sur AWS ou sur Azure, c'est pareil, vous choisissez vos composants qui vont bien, qui sont le mieux adaptés à chaque contexte, selon qu'ils soient très lecture, très écriture, très critique, pas critique, très intelligent machine learning, on-premise ou sur le cloud, etc. Okay, tout ça, c'est naturel. Hein, du coup, le pass bien compris, ça a besoin absolument de ces problématiques de découpage. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il n'y a plus une architecture, mais il y en a une fractale. C'est-à-dire qu'on a... Et donc, ça se dessine avec... C'est un peu comme la ville, hein, c'est toujours la même métaphore de la ville. C'est-à-dire qu'on a des structures à grande échelle. Donc, ça se dessine avec ces petits diagrammes d'ombrelles introduits par Dana Brandemeier, où j'ai donc au niveau service, donc au niveau bandit de contexte, j'ai des architectures locales. Et puis, au niveau du dessus, j'ai des architectures globales. Puis l'entreprise elle-même a peut-être ses consignes à elle encore au-dessus. Et on peut mettre comme ça autant de niveaux que vous voulez, mais déjà 2 niveaux, c'est pas mal. Et donc, on a tout ce qu'on a vu là, l'hexagonal light, CRUD, event source, etc., c'est des architectures locales. Service par service, vous pouvez les varier. Et par contre, ce qu'on appelle une archi microservice, c'est une archi globale. Elle est ici. Les règles de l'archi microservice s'appliquent à tous vos collègues, à toutes les équipes, au sein d'une galaxie de services, qui correspond peut-être à votre département. Et donc, cette archi microservice, vous connaissez bien la formule, hein, c'est qu'il s'agit d'avoir de l'indépendance entre tous les bouts de votre système. Et donc, la grosse problématique de découper votre monolithe, bien entendu, c'est une approche un peu pessimiste, mais c'est de passer de votre monolithe tel qu'on le pratique d'habitude à plein de microservices qui sont donc des micro-monolithes. Et la vie va mieux, en fait. Donc, ça reste les mêmes. Si on ne change pas les causes, on a les mêmes effets hein, quand même. Donc en fait, tant qu'on a les mêmes personnes, la même façon de penser, si on ne met pas beaucoup de choses en question, effectivement, on va garder le même style de résultat de code. Mais avec une archi qui encourage l'isolation, que ce soit en microservice ou en microservice ready. Microservice ready, ça veut dire que vous avez des modules Maven bien avec des murs assez épais et que vous pouvez potentiellement sortir en les mettant dans leur propre Spring Boot un jour avec le réseau entre eux. Donc c'est du modular monolithe au sens de Simon Brown. C'est quand même plus désirable parce que maintenant, quand même, c'est comme on a des boîtes autour de nos morceaux. Et donc si un morceau pourrit trop, il n'est pas obligé de contaminer tout de suite les autres. Donc c'est la métaphore du frigo où si vous avez un monolithe où tout se voit, tout est couplé entre eux, plus ça pourrit, plus tout pourrit. Et à la fin, votre monolithe entier est à remplacer, ce qui va demander 2 ans de négociation de budget avant de le refaire, avec un peu de chance. Et c'est aussi l'occasion, sinon, que tout parte ailleurs, etc. Donc, c'est pas cool. Si, par contre, vous avez découpé et que vous avez des frontières entre eux, on peut remplacer une seule boîte
Et il y a des chances que vous puissiez financer ça sans déranger Dieu le Père. C'est quand même vachement intéressant. Micro, ça veut dire qu'on peut faire tout seul sans déranger le N+3. Un truc comme ça. Ou N+2. Vous définissez, en fait. C'est ça que ça veut dire, micro, en fait. C'est remplaçable pour pas trop cher, sans déranger toute la Terre. Donc, je vous ai un petit peu menti jusque-là sur bandit de contexte, microservices. C'est pareil? C'est pas pareil? Bon, c'est à peu près pareil. Donc, si vous n'avez pas le temps, on s'arrête là, c'est pareil. Mais en vrai, ça peut être un tout petit peu différent. Par exemple, si vous avez des batchs qui sortent des données au format de quelqu'un d'autre, ici par exemple, il y a un reporting, ce batch, en fait, il fait partie de mon bandit de contexte aussi, parce qu'il est géré par les mêmes équipes, il a la même vision du monde. Donc cette data pompe, parce que quand on est cool, on renomme tout, cette data pompe, elle est dans mon bandit de contexte, elle est dans ma zone de gouvernance, elle est dans la zone de vision du monde cohérente, donc elle est dans mon bandit de contexte. Donc mon bandit de contexte, ici, il a deux process. Ça peut être 3. Je vous ai aussi menti parce que cette indépendance, elle ne marche plus dans les écrans. L'indépendance que je vous ai prônée pendant tout le talk, là, elle ne marche pas dans les écrans. Les écrans, chaque zone de l'écran doit correspondre à un process back, à une capacité métier derrière différente. Donc vous faites ça avec des appels Ajax en parallèle, ou alors vous mettez un service front. Et si vous mettez un service front, bon, on l'appelle un BFF, hein, un backend for front-end, bien sûr. Et donc, il s'occupe de factoriser, de regrouper les appels, de réunir tout ça. Il peut le faire même en avance, avec un stockage, un Elasticsearch ou un truc rapide. Il mémorise, il pré-fetch, il pré-agrège et il renvoie tout. Il peut le faire en asynchrone d'ailleurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces backend for front-end, en fait, et donc il délègue les appels à tout le reste, il récupère tout et il rassemble. Ces backend for front-end, on en veut un par audience ou par channel. Le mot moderne, quand on est digital, c'est touchpoint. On veut un BFF ou un service front par touchpoint. B2C, B2B, mobile, partenaire, machin. Et donc, ils vivent une autre logique que les sous-domaines métiers. Ils ont une logique à qui ils s'adressent, alors que dans le reste du système, j'ai une logique de sous-domaine métier. Les BFF ne sont pas, au sens des DD, des bandits de contexte. Enfin, on pourrait dire que c'est négocié. En tout cas, ils ne sont pas des sous-domaines. Ils pourraient peut-être être des bandits de contexte, à vrai dire. Et ces front services, donc, ils sont audience-driven, channel-driven, un adapteur par... et on aura donc un pour chaque. Et à son tour, notre système, il y a un autre type de service dans notre système. Donc là, il y a tous nos services. Il y a des services dont le boulot est d'appeler quelqu'un d'autre. Par exemple, de déléguer le paiement à Stripe ou à Square. Salut PY. Et puis, il y en a d'autres où ça ne vous rappelle rien, ça. Ces services, on les appelle des fois des gateway services ou des proxys. Par exemple, le service de validation d'adresse, il stocke une config, il a une persistance quand même, hein, il stocke une config, le token, le compte avec lequel facturer, avec lequel appeler, mes préférences d'appel. Il log tout ce qui se passe, il appelle, il stocke le résultat, il le cache parfois pour payer moins. Et donc ce proxy, en fait, par contre, il peut représenter un truc métier. Par exemple, c'est le paiement, mais il est fait ailleurs. Et ça me rappelle vraiment le repository pattern de DDD. Moi, je n'ai pas assez le temps de développer. Mais donc, une gateway, par contre, envoyeur d'email, ce n'est pas du tout un domaine métier du tout. C'est un truc d'intégration entre services. Ce qui est intéressant ici, c'est que mes bandits de contexte, ils ne sont pas non plus complètement indépendants. La recommandation dépend des achats passés, bien sûr. Donc, il y a des liens de données aussi entre les services. Donc, évidemment, en microservice, on préfère l'asynchrone. Si on met tout ça ensemble, et c'est là où c'est rigolo, c'est qu'on découvre que quand on découvre que la carte de tout notre système, elle ressemble au style hexagonal qu'on avait vu tout à l'heure, le style hexagonal local, on le retrouve à l'échelle de tout le système comme une sorte de super hexagonal. C'est pas marrant, ça? Dedans, j'ai mon comportement métier, j'ai tous mes bandits de contexte de sous-domaines qui font le cœur de mon métier. Et tout l'extérieur, c'est tout ce qui s'occupe de médiater avec le reste du monde. Les services front, les proxy services, les gateways. Et ça, c'est donc, dedans, j'ai une façon de penser, dehors, j'ai une autre façon de penser. C'est pas marrant, ça? Comme en hexagonal. Parce que vous savez, ça marche toujours. L'extérieur, c'est par audience, l'intérieur, c'est par domaine. Et on a différents styles. Dehors, on est plutôt synchrone, peut-être. À l'intérieur, on est peut-être plutôt asynchrone. Ça se discute hein, quand même. Et tout ça, ça marche sur ce qu'on va appeler notre périmètre, ou certains appellent ça une plateforme, et c'est intéressant de parler de plateforme. En tout cas, c'est votre produit. Et j'aime bien penser comme ça aussi, c'est que, en fait, vos collègues qui sont en dehors de ce périmètre, c'est peut-être des collègues, mais en fait, on fera mieux de considérer qu'ils n'en sont pas. Parce qu'on ne va pas pouvoir se coordonner avec eux aussi bien que nos vrais collègues. Et donc, c'est souvent en fait une bonne idée de se dire, c'est comme si on était une compagnie SaaS
à l'intérieur de la société et on fournit un truc en SaaS à tous nos voisins. Et ça, c'est une façon de penser qui est intéressante. Donc l'hexagonal à scale, en tout cas, c'est une invention à moi, donc trademark Cyril. Vous pouvez vous en servir, hein, pas de souci, licence infinie, tout le monde. Hexagonal à scale. Et donc un petit chat, parce qu'il faut toujours mettre un petit chat dans mes présentations. En clôture, c'est bon. En clôture, achetez mon livre. Toujours. Alors maintenant, il est vraiment, en ce moment, il est à l'imprimeur américain. Il sera en stock 30 mai, et il est déjà sur Amazon, vous pouvez précommander. Et il sera livré par Amazon à partir du 9 juin. Donc c'est sur la documentation vivante, ce qui est autre chose, mais c'est bien aussi. En conclusion, investissez dans DDD, l'archi hexagonale, le couplage, la cohésion, parce que, incroyablement, on trouve que ça revient, c'est des compétences, c'est des neurones, une fois qu'ils sont bien en place, ils resservent. Merci de votre attention.